Elle a 1 million d'abonnés. Les marques, les ados, les chirurgiens esthétiques l'adorent. Elle passe 24 heures par jour sur son téléphone. Elle a plein de codes promo, mais en IMO, elle est zéro. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre brunch immobilier du dimanche, le petit jus d'orange. Bonjour Bruno, bah oui, moi je commençais mon brunch, je suis désolé, je suis assez réglé maintenant les dimanches. Alors aujourd'hui, nous allons parler, mon cher Jean-Philippe, de logement atypique. Alors ça tombe bien parce que vous avez remarqué, je garde la barbe depuis quelques jours et à chaque fois que j'embrasse quelqu'un, on me dit « Ah, atypique !» Ah, non, oh là okay, c'est ma blague. Dommage. Oui, dommage. Donc, non, les logements très beau atypiques. début d'émission, n'est-ce pas? Les logements atypiques. Ouais, donc on va parler péniche, on va parler peut-être cabane dans les arbres aussi. Maison troglodyte, maison de bûcheron justement. Mais, évidemment, je vais couper du bois d'ailleurs. Ouais. Et donc effectivement, nos experts qui sont déjà en plateau pour le brunch ont bien travaillé, ils ont été voir plein de monde partout dans leur région. Ah, ils viennent de partout en France. Hein. Partout. On sait, c'est le week-end du Téléthon 36-37, n'oubliez pas. Et également la journée mondiale contre le sida, ou en tout cas la défense. Pour la lutte contre le sida, oui. Et donc, on s'associe bien sûr à toutes ces bonnes causes. Et puis, on verra aussi comment vivre avec un animal plutôt qu'avec un enfant. C'est Hélène Gâteau, ce sera mon invitée tout à l'heure. Hélène Gâteau, on la connaît, c'est la vétérinaire d'RTL notamment. C'est une vétérinaire qu'on voit sur tous les médias. Et elle nous explique dans son livre qu'en fait, elle est très bien avec... C'est presque son fils, c'est Colonel. Et Colonel sera là aussi. Oui, 4 pattes, poilu. Bon, en attendant, le brunch est prêt. Je crois que nos invités sont impatients de commencer. Je les rejoins tout de suite, Jean-Philippe. Et évidemment. Allez, à tout de logement suite. atypique. Quel bonheur de se retrouver pour le brunch du dimanche avec 4 superbes experts venus des 4 coins de la France. On commence tout de suite avec David Guetta. Hein Mathias Guetta. Alors, comment ça va? Bah écoute, ça va bien Bruno. Ouais. Je suis là pour représenter ma belle ville de Grenoble. Enfin, je ne sais pas si mes trois collègues ont des belles villes, mais Grenoble, c'est quand même les montagnes, la mer, pas trop loin, 1h30, des ingénieurs, de la matière grise. On est à mi-chemin de Strasbourg, de Brest, de Lille et de Cannes, hein, c'est ça à peu près. Hein. Et puis pour toi, on a quelques vélos où tu peux te balader. Nous avons bien évidemment la resplendissante Malika qui vient de Mont-de-Marsan. Bonjour Bruno. Comment se passe la vie avec tes triplettes à Mont-de-Marsan? Alors moi déjà, Mont-de-Marsan, c'est une ville qui est située dans le sud-ouest de la France. J'adore ma ville parce que Mont-de-Marsan a vu grandir mes triplettes, mes 3 filles de 18 ans. Mais qui sont venus en plateau récemment. Qui sont venus récemment en plateau. Et qu'on salue, les prénoms juste. Lina, Inès et Samia. Voilà. Alors nous avons Saint-Étienne également, avec Alexandre. Qui est plus proche que toi de la mer, d'ailleurs. Ah oui. Ne l'oublie pas, hein. Nous aussi, on est proches. Et ben, nous, on est là pour vous accueillir à Saint-Étienne avec notre cœur vert et cette très belle ville. On vous le dit, juste avant l'émission, on a fait une petite revue de détail des anciens joueurs de Saint-Étienne et on a 2 spécialistes là. Hein. On a également Anthony qui est avec nous, le spécialiste de l'investissement. Tu vas pouvoir nous dire beaucoup de choses sur les logements atypiques aujourd'hui. Hein. Plein de choses à dire sur les logements atypiques, un sujet qui me passionne, Bruno, tu le sais, donc hâte de démarrer. Le spécialiste du logement atypique en France. On peut dire ça. On peut dire ça. Et alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque, si je peux m'exprimer, vous me permettez ça, Nelly, qui est une habituée de l'émission maintenant, et donc qui nous vient de Metz. Alors, je t'invite à venir en ce moment. C'est exceptionnel si tu veux faire tes petites courses de Noël. Je te fais découvrir tout ça. C'est bien. Voilà, donc on est sur, effectivement, le moment de Noël. Le moment de Noël, Saint-Nicolas prochainement, le 6. Donc, je sais que tu dois venir me voir en région prochainement. C'est vrai, je vais venir. Voilà. Et donc, je viendrai avec mon bonnet. Tu peux venir avec ton bonnet. Bon, les logements atypiques, c'est effectivement le sujet du jour. Vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur les logements atypiques. On va faire un panorama de ce qui se passe en région et partout en France sur ce logement atypique. C'est quoi un logement atypique, pour commencer ? Alexandre. C'est le bien qui ne ressemble à personne d'autre, c'est le bien qui architecturalement est vraiment juste waouh. Moi je suis un amoureux de ces biens. Quand je les propose à mes clients, c'est juste un bonheur de leur faire découvrir des maisons, des appartements que vous n'aurez pas autre part. C'est ça. C'est bourré d'histoire en général aussi. Donc, alors là, on est dans les atypiques luxueux, mais il y a aussi les maisons troglodytes. On va en parler dans cette première partie. Il y a aussi les péniches. Oui, c'est un choix de vie aussi quand tu décides
décides de t'investir dans un bien comme celui-ci, c'est que finalement, tu veux changer ta méthode de vie. Exactement. Voilà. Alors, on va voir les expériences de vie. Et pour commencer, j'aimerais qu'on regarde un petit reportage que nous a préparé Malika avec un propriétaire de conteneurs. Regardez, voilà un utilisateur atypique d'un lieu atypique. Je voulais faire un loft passif. Passif, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'échelle des A, B, C, D, E, F, on est dans le A, mais on est dans le haut du A. J'ai quand même 35 cm d'isolation extérieure en liège, et puis j'ai 5 cm de laine de verre à l'intérieur. Et c'est là que le conteneur est très intéressant. Même s'ils sont anciens, ils sont vendus en tant que conteneurs étanches. Il faut empiler les conteneurs étanches, et c'est là qu'il faut un peu travailler. Parce que les conteneurs, c'est une boîte étanche, une autre boîte étanche, mais au milieu, il y a du vide. Et ce vide, il n'est pas étanche du tout. Lui, il est même traversant, il y a l'air qui circule. Et les entreprises ne sont pas habituées à ça. Pour gérer cette étanchéité, il a fallu coller des toiles et faire en sorte que l'ensemble soit étanche. Le trou global de ma maison, ça se résume à un trou comme ça. Et la RE 2020 accepte un trou comme ça. Donc quand vous faites ça, vous êtes dans les standards du passif. Alors voilà, un premier exemple de maison atypique, le container. Mais alors, moi j'ai été surpris en découvrant ce reportage, c'est grand. Alors c'est très grand, la maison au sol elle fait 120 mètres carrés, sans l'étage. Ouais. Donc mon client a préféré faire ses constructions en conteneur par rapport à la rapidité de la construction, par rapport à l'architecture et surtout que c'est une maison économe. Économe. Alors, est-ce qu'il y a, pour ce type de logement atypique, des permis de construire qui se calquent sur la législation actuelle? Oui, exactement. C'est un permis de construire qui est déposé près du service d'urbanisme à la mairie. Mais c'est déjà construit. Pourquoi on va faire un permis de construire? Alors, il faut un permis de construire parce qu'il y a des fondations, il y a une dalle. Ah, voilà. Avant de poser les conteneurs, il faut faire une fondation. D'accord. Et donc, pour cette raison, on dépose un permis de construire. D'accord. Et donc, après, c'est considéré comme une habitation, c'est considéré comme une résidence principale, normalement. Normal. Ouais. Bon, alors, effectivement, les conteneurs, vous en pensez quoi Moi, déjà, j'avais une question. Au niveau d'entretien, ça se passe comment? Alors, la façade, il a mis une peinture qui est particulière, qui est étanche. Et c'est tout au niveau d'entretien. Tout ce qui est... Il n'y a pas d'entretien particulier. C'est une autre forme d'utilisation du conteneur, finalement. C'est de l'utiliser en bâtiment annexe. D'une certaine manière, c'est plus simple que de construire une véranda, finalement, peut-être. C'est beaucoup plus simple. Et puis, en termes d'entretien, il n'y a pas grand-chose à faire, à part un revêtement extérieur pour l'oxydation. Alors, parlons prix, Malika et Alexandre. Combien ça vaut un conteneur? Alors, le prix en mètre carré, ça vaut 1 500 €, contrairement à une maison traditionnelle qui est de 2 500 € chez nous, à Mont-de-Marsan. Ah oui, donc c'est quand même très intéressant. Avec la dalle, avec la dalle, avec les fondations. Avec les fondations, par contre, ne sont pas y compris à l'intérieur les frais du raccordement au réseau et l'importation du conteneur de l'Asie. Bon, voilà une première, je ne sais pas si ça peut vous donner des idées, mais une autre idée qu'on peut vous donner, et on fait le panorama de tous ces logements atypiques, c'est les maisons troglodytes. Et Christophe Delporte a été en visiter une, regardez, c'est hallucinant. Les avantages, c'est qu'on a une maison particulière et qui ne ressemble à aucune autre. Alors les adaptations, c'est respecter la pierre, la suivre dans ses mouvements, parce qu'elle respire, elle transpire. Pourquoi le parquet plutôt que le carrelage? Parce que c'est une pièce justement troglodyte qui vit, qui bouge un peu, et le parquet, ça l'aide, s'il y a un moindre mouvement, à respecter la roche, contrairement au carrelage qui pourrait éventuellement bouger suivant les mouvements. Au niveau des travaux, on a dû s'adapter à refaire tous les joints, avec surtout pas de ciment, parce que c'est un ciment qui durcit, qui ne respire pas. Là, il faut mettre de la chaux et de la graine. Il faut la laisser respirer, surtout pas mettre un durcisseur sur la roche. Quand on rentre dans une maison troglodyte, l'hiver, vous avez tendance à rentrer dans une pièce qui est tempérée, vous n'avez pas froid. Et l'été, s'il fait très chaud à l'extérieur, justement, vous rentrez dans votre troglodyte et ça vous permet de ne pas transpirer. C'est une clim naturelle. Alors pour nous, c'est pas des inconvénients, c'est une façon de s'adapter au naturel de cette pièce, en fait, de la troglodyte. Pas surcharger les murs en meubles, ce qui permet quand même à la pièce de garder son histoire, de respirer normalement. Donc si vous deviez dire à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'il faut vivre dans une maison troglodyte? Vous en êtes convaincu? À votre avis? Vous avez l'air heureux en tout cas. Voilà. Tout à fait. Heureux.
Mais c'est très très joli, franchement. Joli, ouais. Mais vous connaissiez les maisons troglodytes? Moi j'avais l'idée d'une grotte. Moi aussi, je voyais. C'est ça, c'est vraiment l'espace naturel, c'est vraiment le coup de cœur. Et c'est lumineux quand même. Hein, alors c'est lumineux, c'est étonnant parce que c'est vrai que le fait que ça soit enterré, il y a moins de puits de lumière qu'une maison classique, mais en revanche à l'intérieur, voilà, on se sent très bien. C'est plutôt les pierres à feu, je pensais que c'était. Oui, c'est ça, moi je m'attendais. J'avais ça en tête. J'ai eu peur, mais ils sont très bien ces gens, elle est très belle cette maison. Très très belle maison et ils ont l'air très, très heureux. Effectivement, une climatisation naturelle en hiver et en été. Il faut ventiler quand même assez régulièrement parce que l'humidité peut se créer du fait qu'on soit directement sur de la roche avec la cavité. Alors, donc il y a aussi est-ce que vous connaissez le nombre de logements troglodytes en France? 15 000. 15 000, c'est impressionnant. Ça fait beaucoup de gens qui habitent dans des maisons de ce type. Ça vaut combien? Ça vaut plus cher ou moins cher une maison troglodyte? L'authentique comme ça, je pense que ça vaut plus cher. Oui. Ah oui, c'est ça. Ça vaut plus cher et puis on entretient aussi. Et puis il faut aussi des gens spécialisés pour ce type de bien, pour la solidité, voilà. Donc il faut faire vraiment attention de ne pas mettre dans les mains de n'importe qui pour faire les travaux dans ces maisons troglodytes. Ça c'est clair. Bon, je propose qu'on enchaîne avec un autre type de maison atypique. C'est les lofts qui ont été transformés à base d'entrepôts industriels. Ça donne des résultats incroyables. Ça fait du logement atypique également. Regardez. Ce lieu, un architecte en a pris possession et on a fait un lieu qui me correspondait, en sachant que ce lieu, c'était à l'origine les anciens hangars SNCF. D'autre part, ma passion qui est dans le design et les objets un peu hors normes, avec des amis qui étaient artistes à l'origine. Donc on retrouve des toiles de Gilles, qui est un ami. On retrouve les tapis de Cécile. Et en fin de compte, des éléments et des plateaux de déco qu'on essaye de remettre en situation avec le punching ball, la moto dans la chambre, un clin d'œil au biker et à la mezzanine, une ambiance plutôt pièce d'artiste avec des tableaux. Mathias, alors donc ça c'est dans ton coin. C'est Grenoble, ça c'est des anciens locaux SNCF. Ouais. Un loft comme ça à rénover, à transformer un ancien hangar SNCF, ça doit coûter une blinde. Non, ça lui a coûté, là le bien est à peu près à 580 000 €, ça lui a pas tant coûté que ça. Ah oui, d'accord. On peut rénover de manière assez facile un loft. Mais la vie à l'intérieur, avec les expositions, la lumière, c'est vraiment... en plus, vous avez une terrasse de 70 mètres carrés, qu'on ne voit pas dans le reportage. C'est fabuleux. Je pense que je vais l'acheter. Les autorisations, là, parce que alors là, il y a des changements de destination, on a des choses à faire, là, d'un point de vue administratif. Les déclarations se font au niveau de la mairie. C'est une demande préalable de changement de destination du bien en question. Quand on transforme, admettons, une grange en loft, c'est une simple demande préalable au niveau de la mairie. D'accord, ok. Un loft comme celui-là, ça vaut combien? Alors, tu l'as dit, 580 000 €. D'accord, mais par rapport à une maison traditionnelle de la même surface? Ça n'a rien à voir. C'est maintenant. Non, mais en termes de prix, je parle. Surface prix. Surface prix, on est un petit peu moins sur une maison. Ah, voilà, là, il y a quand même plus de surface. Donc là, l'atypique coûte un peu plus cher. Un peu plus cher. C'est la rareté du produit, en fait. Oui, c'est ça. C'est la rareté du produit. L'authenticité, oui. Bon, alors j'aimerais qu'on se retourne vers Anthony, parce que c'est quand même lui qui est le spécialiste du logement atypique en France. On vient de voir 3 exemples de logements atypiques. Alors toi, tu conseilles et tu investis dans des logements atypiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, exactement. Et déjà, je vais démarrer peut-être par un contre-pied par rapport à tout ce qui a été dit sur le plateau. Atypique, pour moi, ne veut pas seulement dire architecture. On a parlé troglodyte, loft, c'est des logements qui, de l'extérieur, sont atypiques. Mais l'atypique, on peut aussi le créer à l'intérieur, dans des appartements qui sont plus conventionnels. D'accord. C'est là où j'interviens, c'est ce que je fais aujourd'hui, je vous en parlerai tout à l'heure. Et là, on peut pour le coup avoir des très belles rentabilités avec des logements qu'on va louer plus cher et plus souvent. Alors, par exemple, là, dans les exemples qu'on a vus, l'investissement, on conseille à nos téléspectateurs d'investir dans ce type de logement ou plutôt d'aménager un espace atypique à l'intérieur? Moi, je ferais les choses différemment. Je partirais sur des logements peut-être plus petits déjà, dans un premier temps, en termes de budget, parce que pour les investisseurs, il faut qu'ils puissent le réaliser. Aujourd'hui, on connaît le contexte, c'est compliqué. Donc, je partirais sur des appartements plus petits. Et par contre, je viendrais greffer des expériences, parce que pour moi, atypique rime avec expérience, des expériences clients à l'intérieur de l'appartement. Ça peut être un cinéma, ça peut être autre chose. Voilà, mets-nous l'eau à la bouche. Voilà, c'est ce que je fais. Alors. Cinéma, game room, on connaît beaucoup les love rooms, mais c'est
pas vraiment ce que j'aime faire, je parle plus de suites de luxe. On a des Galaxy Rooms, on a des logements sur des thématiques de films. Il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, le champ d'atypique est très large. Donc, faire preuve d'un peu d'imagination pour rentabiliser un peu mieux son logement. On verra tout à l'heure comment ça augmente la rentabilité, finalement. On en parlera. Bon, merci Anthony. Je vous propose qu'on termine cette partie avec un autre logement atypique. C'est ça. Nelly. Alors, écoute, Bruno, moi, je suis allée à l'encontre de Gilles, en fait, un propriétaire messin qui rêvait d'avoir un immeuble de rapport, mais de vivre en pleine nature. Donc, il a réussi à acquérir une péniche la plus ancienne de Metz. Incroyable. 1950. Il y a beaucoup de péniches à Metz? Non, il n'y en a que 12. Il n'y en a que 12. On regarde le reportage, on en parle après. Cette péniche a toujours été un lieu professionnel. J'ai décidé d'en faire mon habitation principale, mon lieu de vie. J'y héberge également ma société et, petit plus, au bout du bateau, dans la cabine du marinier, j'ai décidé de faire un appartement de location de courte durée plutôt atypique. J'en suis propriétaire depuis août 2021 et les travaux se sont étalés sur une durée de 4 mois sur des plans que j'avais au préalable dessinés. Ça, c'est aussi le rêve de beaucoup de gens, la peur aussi de beaucoup de gens, parce que ça fait rêver, mais d'un autre côté, on a un peu peur d'y habiter. On a un petit peu peur parce qu'en fait, tu as un gros coût d'entretien. Il faut savoir que tu as des taxes pour être amarré d'environ 5 000 € annuels. Et tout ce qui est entretien, il faut quand même être relativement bricoleur. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, en fait. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Effectivement, l'entretien d'une péniche pour quelqu'un de non initié, ça a l'air d'être un truc très compliqué. Mais en fait, par expérience, puisque j'ai la chance d'habiter une péniche, non, c'est relativement faible. C'est tous les 10 ans, c'est comme un ravalement. C'est ça. Les 5 000 € d'amarrage dont tu parles, ça correspond à peu près aux charges d'un immeuble. Mais il y a 2 types d'amarrage sur les péniches, on vous le dit. Il y a les VNF qui délivrent un anneau qui souvent est très compliqué à obtenir, qui ne coûte pas très cher, entre 200 et 300 €. Et puis après, il y a les ports. Les ports qui dépendent, qui sont souvent sous licence. Et là où vous avez toute une infrastructure de capitainerie qui vous permet de vivre plus confortablement. Mais par contre, tu n'es pas à l'abri qu'on te dise de partir parce que tu n'as pas de bail. Voilà, c'est exactement ça. C'est arrivé sur Nancy, en fait, ils ont voulu exploiter le port de Nancy et ils ont libéré en fait les péniches pour les poster ailleurs. Moi, les péniches à Saint-Étienne, il n'y en a pas des masses. Donc, ma question, elle est toute bête. Est-ce qu'il peut naviguer et se déplacer avec sa péniche? En fait, il peut, mais il faut être quand même très habilité à le faire parce que c'est quand même compliqué et technique. Donc lui, il le fait exactement. C'est plutôt hacké tout le temps. Voilà, tous les 10 ans. Et il prend quelqu'un, effectivement, pour déplacer la péniche. Voilà, c'est des pousseurs ou des tracteurs. Et, donc, c'est pas très, très cher, mais il faut en quelque sorte le prévoir. Il faut le prévoir. Donc, on a encore plein de choses à dire sur les péniches, sur les logements atypiques. Mais pour continuer cette partie, vous savez, dans l'invité du dimanche, on reçoit des gens au destin incroyable. Jean-Philippe reçoit Hélène Gatto. Juste avant, le petit récap de cette partie pour vous remettre les idées en place. En France, le nombre de logements atypiques augmente d'année en année. L'offre est grande et se compose entre autres de lofts, d'anciens bâtiments industriels, de péniches ou autres maisons troglodytes. Ces biens sont en moyenne 50 mètres carrés plus grands que le logement moyen en France et le profil type de l'acquéreur est composé à plus de 50% de professions supérieures et de cadres d'environ 45 ans. Et pas une invitée, mais 2 invités aujourd'hui avec Hélène Gatto. Bonjour Hélène. Bonjour Jean-Philippe. Et Colonel. Et Colonel, mon inséparable border terrier. Voilà, et c'est un chien, enfin c'est même plus qu'un chien. Et tu en parles dans ce livre, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. C'est un titre un peu provocateur. On peut le dire quand même, ouais. Mais il explique quand même bien le lien, la relation que tu as avec ton chien. Oui, c'est ça. En fait, c'était une façon pour moi de mettre en lumière vraiment le lien d'attachement
attachement qu'on peut avoir avec un animal, avec un chien en l'occurrence, mais c'est aussi valable avec un chat. Ouais. Et de montrer qu'ils peuvent prendre une place extrêmement importante. On sait, on le dit beaucoup, les membres de la famille à part entière, mais on peut aussi vraiment faire le choix de se dire je vis ma parentalité, une forme de parentalité avec un animal, parce qu'en fait, il vient combler assez de choses finalement qui, moi, dans mon cas, me conviennent, de mon instinct maternel, parce que je l'éduque, je lui procure des soins. Tu partages du temps avec lui. Je partage du temps avec lui, j'organise mon emploi du temps en fonction de lui. Et puis, un des avantages par rapport à un enfant de 5 ans, ici, à côté de moi, sur un studio, ça serait pas forcément évident. Là, je peux l'amener avec moi partout. Là, il a 5 ans, mais c'est quoi? Alors là, je m'adresse à la vétérinaire, parce qu'évidemment, Hélène, vous la connaissez, parce que c'est la vétérinaire, une des grandes vétérinaires médiatiques. Tu es sur RTL tous les week-ends, oui. On t'a vu dans beaucoup d'émissions. Voilà, tu fais partie de ces vétérinaires qui marquent un petit peu nos esprits. Et donc, je demande à la vétérinaire, quel âge a un chien de 5 ans? Parce qu'en fait, ça va dépendre de la taille du chien. Si c'est un grand chien, les grands chiens vieillissent beaucoup plus vite. Donc, un chien de 5 ans est beaucoup plus vieux. Un grand chien de 5 ans est plus vieux qu'un petit chien de 5 ans. Colonel, c'est un chien qui fait 10 kilos. On pourrait, si je dois donner une tranche d'âge, on peut dire que c'est un petit mec de 30-35 ans, quoi. Voilà. 30-35 ans, voilà. Un petit mec. Un grand mec. Ça fait plaisir. Oui, c'est un grand mec, c'est un grand mec. On va parler tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission, de ton parcours à toi, tes études vétérinaires, et puis aussi tout ce que tu fais dans les médias pour nous apporter aussi des solutions, parce que souvent avoir un animal, c'est se retrouver face à des problématiques, et notamment dans l'immobilier. On va en parler aussi, parce que c'est quand même notre cœur de sujet. Cela dit, propriétaire à tout prix, ça pourrait être aussi propriétaire d'animal à tout prix. Hein. Alors, est-ce qu'on est propriétaire d'un animal? Alors, c'est bien... Non, c'est un terme qu'on n'aime plus trop, en fait. Tu te considères quoi, toi? T'es pas sa maman? Moi, je suis sa dog mum. Dog mum. Ah ouais, voilà. Dog mum, je ne connaissais pas. Maman à chien, c'est pas terrible. Ouais. Quand même, hein, donc, mère à chien non plus. Encore moins, donc dog mum, tout de suite, ça a un côté un peu plus stylé. Ouais, c'est la Colonel's dog mum. Bon, Hélène Cake, merci, puisqu'on fait de l'anglicisation. Non, mais on va revenir sur ton parcours tout à l'heure, parce que... Voilà, tu as une connaissance vétérinaire que tu mets à la portée de tous. Essayer de vulgariser, c'est toujours important, en tout cas, pour essayer de rendre le plus de choses accessibles au plus grand nombre, de façon à ce que les gens aient le maximum de tips, de connaissances pour avoir une belle relation, une relation saine et sereine avec leur animal de compagnie. Eh bien, tu nous diras comment aussi tout à l'heure, et notamment à travers l'immobilier, quelques astuces pour bien choisir son logement en fonction de son animal. Hélène Gâteau est avec nous dans Proprio à tout prix. Elle revient tout à l'heure. Merci Jean-Philippe. Hélène Gâteau, un parcours incroyable. 4 nouveaux experts pour cette deuxième partie qui est consacrée à l'investissement locatif dans les biens atypiques. Est-ce que c'est rentable? Pour en parler autour de la table, nous avons le Loir-et-Cher qui est très représenté avec Patricia et Nadia. C'est ça, le Loir-et-Cher en force, Nadia. Exactement. On va effectivement voir avec vous encore de nouveaux logements atypiques. Est-ce que effectivement on a des précautions à prendre et est-ce que c'est vraiment rentable d'investir dans un logement atypique? Nous aurons Hélène, Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Alors comment ça va Hélène? Ça va très bien. Ouais. Très heureuse d'être là. Merci de m'accueillir. Est-ce que vous avez pris à manger un petit peu? J'attendais votre accord. Ah bah voilà, c'est ça. Bon, alors voilà, alors donc on se vous voit, on est d'accord, entre potes maintenant. Gauthier est avec nous également. Tu es bien entouré, tu as vu. Tout à fait. Bon, alors donc toi tu es à La Capelle. Oui, les Hauts-de-France comme Hélène. Il y a des logements atypiques dans le Nord. Bien sûr. Ouais, par exemple. Bien sûr. Eh bien, on va voir les quilles en l'air. Les bateaux, des quilles en l'air, les bateaux retournés, en fait, qui font maintenant office de maison, par exemple. Ah, les quilles en l'air. Alors ça, c'est effectivement, quand on a préparé cette émission, on va regarder, tu as préparé un petit sujet, oui. C'est vraiment très atypique. Alors, les quilles en l'air, en fait, c'est vraiment une histoire régionale. Après-guerre, les bateaux des marins-pêcheurs étaient traînés en fait pour les remonter sur la plage et à force, ils s'usaient. Ouais. Et quand vraiment les bateaux ne pouvaient plus aller à l'eau,
ils s'en servaient en fait en maison parce que les marins-pêcheurs étaient souvent dans une précarité. Donc ils utilisaient les bateaux qui étaient trop usés pour aller à la mer et les transformaient en habitation. Et vraiment, je remercie le maire d'Équien-Plage, puisque là on est à Équien-Plage, Monsieur Fourcroy, qui a décidé dans son camping municipal de faire hommage à cette histoire locale en ça représente combien de logements ça? Alors là, il y en a 8 qui sont dans ce camping et il en reste une vraiment d'origine. Mais on peut s'en servir comme habitation principale ou alors c'est du logement résidentiel? Alors, ça fait quand même entre 30 et 40 mètres carrés. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même des habitations qui sont de 30-40 mètres carrés. Là, c'est vraiment du tourisme pour le coup. Oui, c'est du tourisme. Et il faut regarder le patrimoine et vraiment l'histoire locale. Alors, on avait, Gauthier, pareil, dans les Hauts-de-France, tu as été voir une abbaye. Le propriétaire de ce bâtiment nous explique la problématique qu'il a rencontrée. Et nous avons été complètement fous d'acheter cette abbaye. C'est elle qui nous a choisis. Le prix de la maison, c'est 10% et 90% les travaux. Le coût du projet est de, j'ose pas le dire, mais un bon 3 millions d'euros. Mais le projet, donc, on veut faire salle de réception, on veut faire des gîtes, on veut que ce soit le plus ancré dans la région, le plus authentique possible, le plus réfléchi possible sur le futur de la planète, donc en utilisant le moins d'énergie possible, en construisant, donc en reconstruisant en tout cas de manière la plus pérenne aussi, donc c'est avec des matériaux les plus naturels possibles et ancrés dans le terroir. Les risques, essentiellement, c'est que ce que l'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place ne fonctionne pas, parce que c'est quand même un énorme budget qu'on est en train de mettre en place. Mais en même temps, je pense que le projet est tellement magnifique qu'il ne saurait pas ne pas marcher. C'est excellent. Alors là, on a un patrimoine culturel local. Authentique. Et là, on a un investisseur. On peut parler d'un investisseur qui mouille le maillot. Là, c'est de l'investissement sur le très très long terme. Après, ce qui est bien, c'est que ça va créer aussi de l'emploi pour la région. Ça va dynamiser le territoire. Et il n'a pas parlé, mais il y aura également une piscine dans la cave. Dans la cave voûtée, donc vraiment atypique. Ah oui, totalement atypique. Alors là, effectivement, je me retourne vers Anthony, le spécialiste de ces logements atypiques. Voilà un investisseur qui n'a pas peur d'investir, comme on pourrait dire. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'investissement un peu pharaonique ? J'en pense que c'est excellent. En termes de rentabilité pour les investisseurs, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait bien mieux sur le marché. On peut vraiment, avec ces projets atypiques, avoir des petits budgets accessibles à tous, en fonction de là où on investit, bien sûr, mais dans les villes moyennes, en tout cas, qui est notre zone de prédilection. On y greffe des thématiques et des expériences, et en moyenne, pour te donner un ordre d'idée, tu vas louer 20% plus cher, 30% plus souvent. Tu fais le combo des deux, tu loues plus cher, tu loues plus souvent, forcément tu vas exploser ta rentabilité. Et là, sur un projet comme celui de l'abbaye, qui est un projet de restauration aussi du patrimoine culturel, là, on va en quelque sorte créer une activité à part entière. On est à la frontière. De toute façon, avec les logements atypiques, on est toujours à la frontière entre l'immobilier et le business. C'est ça. Et là, on dérive encore plus sur une abbaye comme ça, avec un budget de 3 millions d'euros. On est vraiment sur... c'est un business, c'est une entreprise qui est créée en fait, qui va générer énormément de chiffre d'affaires. C'est pas pour rien qu'on parle de chiffre d'affaires pour les revenus générés et pas forcément de loyer. C'est parce que c'est une vraie activité commerciale. Bon, alors là, effectivement, un exemple flagrant. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet et de découvrir, regardez dans vos régions avec les experts du secteur quels sont les logements qui pourraient faire une activité sympathique. Et alors, Nadia, tu veux nous faire découvrir un logement un peu atypique. Vraiment, c'est un logement très atypique. C'était une arrière-boutique pendant un siècle entier, donc c'était une boutique de prêt-à-porter. Ensuite, transformée en appartement. Et lors d'une expo éphémère, à l'initiative de Boris Kofi, donc il y avait un artiste qui a attiré l'attention de la propriétaire. Et donc c'est comme ça qu'en fait la lumière noire est apparue, si je comprends bien. Non, pas ça. Donc l'artiste... parce que là, ça commence à être long, ton histoire. Je te dis, on a failli s'endormir avec la lumière noire. Alors, attends, monsieur Boris Joanneau a décidé avec la propriétaire de transformer ce lieu et profiter de ses points faibles, c'est qu'il n'est pas lumineux, de jouer avec les lumières et donc il a utilisé une peinture qui se réfléchit avec une lumière noire. Et quand on rentre dans cet appartement, l'objectif c'est vraiment rentrer, faire une immersion dans la tête de l'artiste. En fait, on se rend compte vraiment qu'il y a toujours une histoire, c'est soit le bien qui appelle le futur
propriétaire ou le propriétaire, la personne qui souhaite mettre un rêve d'enfant, de réaliser un rêve d'enfant, il y a toujours une histoire unique derrière. Mais là, c'est bien pour louer ou c'est une habitation principale? Ah non, c'est pour louer. Mais dans tous les cas, que ce soit pour habiter, moi j'ai rencontré effectivement des personnes sur mon secteur qui habitent toute l'année ou des projets d'investissement. À chaque fois, il y a quand même une histoire derrière. Alors là, attention, nous avons Patricia qui habite la Queue de Loup et qui nous présente un cul de loup. Alors Exactement. donc, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Il n'y a pas de hasard, c'est une relation de cause à effet. Alors c'est quoi le cul de loup? Eh bien, en fait, c'est une maison qui a été construite, c'est une maison semi-enterrée. Ouais. Au 19e. On va voir les images d'ailleurs, hein, voilà. je pense, hein, et on en parle tout de suite après. J'étais déjà propriétaire de gîtes, j'ai 12 autres gîtes depuis une dizaine d'années, et j'avais toujours dans l'esprit de faire un hébergement dit insolite. Et surtout, essayer de trouver un caractère historique à mon hébergement. Et puis, un jour, je suis tombé sur le cul de loup. Donc, les culs de loup qui sont les maisons traditionnelles des bûcherons et des charbonniers en Sologne. La nuit est à 220 € pour 4 personnes. Voilà. Je ne pense pas être très très cher si vous ramenez ça au nombre de personnes et à la prestation. L'idée, c'est de passer un moment souvent en famille et puis d'aller en profiter pour faire soit Beauval, soit Chambord et Cheverny. Et puis passer du temps ici. Alors incroyable. Alors là, raconte-nous l'histoire. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Voilà, j'ai été très bien accueillie par Guy. Oui. C'est vraiment une réalisation, un projet en fait qu'il a eu il y a quelques années et qu'il a réalisé post-Covid avec l'intervention d'un très bon ami à lui, très renommé aussi, un charpentier. C'est sublime l'intérieur. Et donc, ce sont des matériaux. Ils ont utilisé vraiment des matériaux très nobles, notamment le chêne. Ouais. Donc ça, qui est un bois absolument extraordinaire et puis qui dure dans le temps. Là, on verra qu'il n'y a pas vraiment de traitement à long terme. Non, mais là, on le voit, comme le disait Anthony. Ouais. Donc là, on a un logement atypique. On est en Sologne. Voilà. Là, on est sur 70 mètres carrés, habitable. Donc, il y a 3 chambres. Donc, il peut louer pour 4 personnes, mais ça va jusqu'à 6 personnes. C'est ça. Voilà. Donc, 220 € la nuit. Donc, voilà, c'est ça aussi l'astuce du logement atypique et du logement saisonnier. C'est qu'en fait, on va avoir un prix qui semble élevé à la nuitée, mais qui est divisé par 3, 4, 5, 6 personnes. Exactement, donc du coup c'est beaucoup plus attirant, beaucoup plus attractif et puis abordable aussi, puisque on peut passer des moments de Noël par exemple, ou alors des enterrements de vie de jeunes filles ou tu m'as fait peur, je crois les enterrements, voilà, j'ai eu un peu peur. C'est un exemple, oui. Et donc du coup c'est sûr que là on a une très bonne rentabilité puisqu'on a un taux d'occupation en moyenne de 80 à 90%. Bah oui, c'est ce que disait Anthony, plus 30% d'occupation, plus 20% sur les prix. Enfin, donc là on est sur le bon plan d'investissement. Justement, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, les quilles retournées, là, ça coûte combien? Alors, les quilles en l'air, c'est entre 90 et 130 € la nuit. Ah, donc c'est moins cher encore? C'est moins cher. Alors, en haute saison, c'est-à-dire juillet et août, on ne peut louer que à la semaine. C'est ça. Hors juillet-août, c'est à la nuitée. D'accord. Mais ça permet vraiment d'être en bord de plage et d'avoir le côté insolite. Donc oui, le taux d'occupation est très élevé également. Je rejoins ce qu'on a dit tout à l'heure. On va dire qu'un logement insolite sur la Côte d'Opale, il y a plus de 25% de taux d'occupation par rapport à d'autres logements. En fait, on se distingue. Alors, moi, j'aimerais qu'on continue cette émission, alors là, pour le coup, avec Anthony, qui a quelques exemples d'aménagement de logements insolites. Alors là, on parle plutôt de l'aménagement qui serait insolite. Exactement. Et là, tu parlais d'expérience tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? On va avoir des images en même temps que... Oui, bien sûr. Je vous ai présenté 2 exemples qui, pour moi, représentent bien ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un logement atypique à l'intérieur d'un appartement. Une cinéma room, donc ça, c'est l'implantation d'un cinéma à l'intérieur d'un appartement. Voilà, pas juste un rétroprojecteur, une toile tendue. Non, mais on voit les images, c'est juste hallucinant. Un vrai cinéma privatif haut de gamme pour vraiment plonger le voyageur dans une véritable expérience. C'est ça. Donc là, on est clairement dans ce que j'expliquais. On tire le tarif à la nuitée vers le haut. Moi, je fais plus de 70% de taux de remplissage. Et à préciser, je suis originaire de Saint-Étienne. Oui. On n'a pas la... c'est pas la région la plus touristique de France. C'est pas la région la plus touristique de France. Et pour autant, ça marche toute l'année. Il n'y a pas de saisonnalité. C'est pas que l'hiver, que l'été. C'est 70% de remplissage toute l'année. Oui, parce que même les locaux peuvent s'offrir une expérience unique. Surtout les locaux. C'est ça. C'est ça. Alors, combien ça coûte une ciné-room? Une ciné-room, 50 000 € de travaux pour le faire tel que je l'ai fait. Et s'il faut le ramener avec le prix d'achat, alors moi, c'est dans un immeuble, mais c'est un appartement qui aurait valu à l'achat 30 ou 40 000 €, pas plus. D'accord. Donc on finit en dessous de 100 000 €, ce qui est accessible à la plupart des Français, même aujourd'hui, dans le contexte actuel. Et on peut faire des très grosses rentabilités derrière.
derrière. Donc là, la rentabilité donne petite anecdote là-dessus qui est marrante, c'est que cet appartement, il était loué 220 € par mois avant que j'achète l'immeuble en entier. C'est-à-dire que c'était un ancien qui était là monsieur depuis 30 ans. achète les immeubles en entier, hein, on est d'accord. Un petit immeuble à Saint-Étienne. On est sur du gros investissement. Petit immeuble à Saint-Étienne, mais quand même, il était loué 220 €. C'était une personne qui n'était pas venue depuis 30 ans. Là, maintenant, c'est quand même 2500 € bruts par mois que j'encaisse avec cet appartement. Donc forcément, le gap, il est énorme en termes de rentabilité. Non, mais alors tout ça, c'est bien joli, Anthony, mais ça ne s'improvise pas de faire ce genre d'investissement. Il y a une méthodologie. Nous, c'est sûr qu'on n'a pas démarré par ça avec mon frère, mais de fil en aiguille, le contexte et le marché nous a amené à faire ça, notre expérience aussi. On s'est vraiment rendu compte que les gens, aujourd'hui, c'est ça qu'ils cherchaient. Et surtout, l'idée, elle est venue. Aujourd'hui, le marché, il est quand même saturé dans pas mal de villes en France. Et les logements sont tous les mêmes. Tu prends Airbnb, Bruno ou Booking, tu regardes un peu le listing, les appartements se ressemblent tous. Et tu as une guerre des prix. Donc les gens sont obligés de brader. Un autre exemple, Anthony, d'aménagement un peu atypique qui fait rêver. Autre exemple différent, dans le cadre de l'insolite, pour moi, donc là, une houseboat, donc une petite maison sur l'eau, donc qui a été installée dans un port à côté de Saint-Étienne, donc avec des baies vitrées de partout, un cadre qui est quand même assez incroyable, avec une belle vue sur les gorges de la Loire. Et surtout aussi, il ne faut pas oublier les éléments distinctifs qui font la diff, notamment cette baignoire balnéothérapie, une sorte de petit jacuzzi à l'intérieur de l'appartement, face à la vue qui fait toute la différence. Et donc là, pour le coup, en termes de prix, on explose encore plus par rapport à ce que je t'ai montré sur la Cinéroom. On est encore un cran au-dessus. C'est-à-dire 6500 € brut par mois. On loue en moyenne entre 250 et 400 € la nuit en fonction des saisons. Et avec un taux de remplissage, pour te donner un ordre d'idée, on l'a lancé en août, mais 100% de taux de remplissage, pas une seule nuit de dispo. Incroyable. Alors, est-ce que ça vous donne des idées, les experts, dans vos secteurs? Est-ce que vous avez, vous, eu des investisseurs qui ont eu cette ruée vers l'or de l'atypique? Oui, et moi j'ai accompagné quelqu'un qui a voulu exploiter, par exemple, une cave. La cave était voûtée et du coup, il en a fait une pièce spécialement pour la location saisonnière. Et effectivement, il y a vraiment un bon taux de rentabilité. Non, mais on parle de rentabilité de 10, 15, 20% parfois. Hein, et donc, c'est juste exceptionnel. Donc, on vous le dit dans cette émission, on est là aussi pour vous donner les bons plans, je dirais, immobiliers. Bon, il faut savoir s'y prendre, mais quand on a les bonnes idées, les bons conseils et également les bons artisans pour mettre en pratique l'atypisme, si on peut appeler ça comme ça, on peut obtenir une très bonne rentabilité. Et la rentabilité, c'est pas seulement le prix nuitée, c'est également le taux d'occupation. Bah oui, c'est ça. C'est ça vraiment qu'il faut faire. Oui, et puis après, il faut inclure également tout ce qui est accès, voirie, assainissement, électricité, tout ça dans le business plan dès le départ. Bien sûr, le coût de revient. Pareil, c'est investir dans un logement atypique. Insolite, c'est pas une sinécure, il y a quand même des obligations. Bien sûr. Consulter le PLU, plan local d'urbanisme. Les règlements de copropriété. Ah oui, bien sûr. Oui, aussi. Hein, quand on achète. Et après, il y a déclaration préalable, permis de construire. Tout ce qui est autorisation de mairie. Tout à fait. Et aussi, il faut penser à l'accès PMR et l'autorisation d'accueil au public. C'est ça. Alors là, c'est pour les projets de plus grande envergure, comme on l'a vu avec l'ABI, mais pour un appartement, je dirais, qu'on veut acquérir pour le mettre en location... C'est le règlement de copro, surtout, il faut voir. Il y a des réglementations, attention, sur toutes les locations saisonnières. Renseignez-vous bien au niveau du règlement de copro. Patricia, si les copropriétaires ne sont pas d'accord, ça peut créer des problèmes. Tu vois, Bruno, là, le bien qu'on a vu tout à l'heure, donc la maison semi-enterrée. Le cul de loup. Voilà, tout à fait. Le cul de loup, t'as bien retenu ça. J'ai bien retenu. Ça, on retient bien ces choses-là. J'ai bien retenu, oui, tout à fait. Donc, Guy a été soumis à un audit pour pouvoir avoir le label Panda. Donc ça tombe bien, label Panda, on n'est pas loin du zoo de Beauval, que tout le monde doit connaître normalement. Oui, c'est quoi? Donc c'est écologique. Voilà, en fait. c'est éco. D'accord. Voilà. Merci à tous les quatre. Vous avez été parfaites. Merci beaucoup. Et parfait, bien évidemment. On sait maintenant qu'investir dans le logement atypique, ça peut être un bon plan avec quelques précautions malgré tout. Oui. On est clair. Merci Anthony pour les très bons exemples. On va se faire un petit récap de ce qui s'est passé dans cette partie. Et tout de suite après, encore un autre exemple de garage transformé en loft. En 2022, en France, nos régions comptaient près de 10 000 modules d'hébergement insolites répartis sur 3 000 sites disséminés à travers tout le territoire. Le panier moyen par nuit s'élevait à 142 € pour un chiffre d'affaires total de plus de 220 millions d'euros. Ce marché peut offrir des rendements locatifs assez élevés, allant jusqu'à plus de 20%, notamment grâce à une demande qui ne cesse de croître. Nous voici dans un ancien garage, en plein centre de Montpellier. Ce petit bijou de 32 mètres carrés a été transformé en loft.
Avec sa mezzanine et une annexe privée, il atteint maintenant 63 mètres carrés. Bon, il a fallu faire quelques démarches, un changement de destination, des travaux, et pour un coût total de 90 000 €, ce garage est devenu un loft cosy et tendance. Aujourd'hui, il est loué 700 € par mois, rentabilité à 9%. Waouh, ça en jette ce projet. Waouh, ça en jette ce projet. Alors ce qui en jette également, c'est les experts de cette troisième partie. Deux Marie à l'honneur, notre chouchoute d'abord, Marie du Beaujolais, qui va élargir le débat sur les logements atypiques. Marie, héritier, qui est avec nous. Bonjour Bruno. Nîmes. Oui, Nîmes et puis la Camargue. Et la Camargue, que tu vénères et que tu adores. Exactement. Bon, merci. Gauthier est encore avec nous dans cette troisième partie. Et alors, on a l'immense plaisir, et ça, c'est quand même très important, d'avoir maintenant un récurrent dans l'émission, Maître Pontenot, qui est avec nous, notaire, et qui va nous éclairer parce que c'est pas si facile que ça, notamment là, le petit reportage qu'on vient de voir, garage transformé en loft. Il faut faire attention, maître. Hein. Exactement. Il faut faire attention à l'historique quand on achète un ancien site industriel, parce qu'il y a le sujet de la dépollution. Il faut vérifier que tout a été bien remis aux normes. Et il y a tout un dossier à faire à la préfecture où personne n'a d'humour pour effectivement valider les dossiers. Ouais. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est pas gagné d'avance, en fait. Hein. Exactement. Il faut faire attention à tout l'historique qu'on va récupérer de l'activité passée. Ouais. Bon, ça, c'est l'objet, effectivement. Et c'est pour ça que les notaires sont très importants dans une transaction immobilière. C'est que vous êtes les garants de ce genre de problème. Garant, c'est le mot, effectivement. Ouais. On engage notre responsabilité dans les projets de nos clients. Et il faut s'assurer que le changement de destination est possible aussi. Exactement. Il y a aussi un processus administratif avec la mairie. Donc il y a beaucoup d'autorisations à demander. Ouais. Avec nous, dans cette troisième partie, également, un expert de choc, Anthony Ducreux, spécialiste de l'investissement atypique. On l'a vu en deuxième partie, un bon plan rentable. Hein. Très rentable, très rentable, faut se le dire. Tu interviens quand tu veux, c'est les questions des téléspectateurs dans cette partie. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des sujets qu'on n'a pas abordés dans les deux premières parties. C'est d'autres logements atypiques que l'on peut voir. Par exemple, les châteaux, par exemple. Est-ce que vous considérez que c'est des logements atypiques, Marie ? Oui. D'accord, très bien, merci. Gauthier. Pareil, je rejoins Marie tout à fait, puisque dormir dans un château ou habiter à un château, c'est quand même une vie atypique que l'on n'a pas forcément tous les jours. C'est important aussi d'acheter un château. Oui, mais alors le château, c'est surtout l'entretien. Oui, il y a des coûts de fonctionnement qui sont importants et qui nécessitent une exploitation économique pour le financement. Bon, alors les transformations de châteaux en logements de luxe, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'investissement atypique, Gauthier ou Marie ? C'est le plus insolent des investissements, oui, tout à fait. Il y a une carotte fiscale au bout qui est très très importante et on le voit, Maître, vous l'avez dit judicieusement, qu'il y a des leviers au niveau des impôts, on va dire ces impôts, mais aussi sur l'impôt de la fortune et les droits de succession. Exactement. En préparant cette émission, j'ai trouvé une autre façon d'investir dans de l'atypique. C'est une usine qui a été transformée en garage art déco. Regardez les images, c'est juste hallucinant, c'est sublime. On se demande même, on croirait presque un riad de garage. Enfin, c'est assez hallucinant et en fait, cet aménagement est extrêmement rentable. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce type d'affectation. Est-ce que c'est plus compliqué de transformer une usine en garage, Maître ? C'est plus simple que de transformer en habitation. Parce que les normes sanitaires sont moins exigeantes. C'est ça. Mais quand même, il faut que ça soit impeccable sur le plan administratif, parce que tout ce qui est industriel, au niveau reconversion, se fait sous le contrôle draconien de l'administration. Bon, très bien. Alors je vous propose, on est dans la partie interactive, vous le savez. Donc première question de nos téléspectateurs. Nos experts sont là pour vous répondre. Bonjour, je m'appelle Alain. Est-ce qu'habiter une péniche est vraiment économique et quels sont les frais supplémentaires à prévoir ?
Alors, on en a parlé hein, dans les 2 premières parties de l'émission. Marie, alors, habiter une péniche, est-ce que c'est moins cher? Ah bah déjà, c'est moins cher à l'achat. Ouais. Par rapport à la surface, on peut acheter une péniche alors qu'on ne pourrait pas forcément acheter un appartement. Ensuite, il y a moins de frais, puisqu'il n'y a pas de frais de mutation, donc, ce qu'on appelle familièrement les frais de notaire. Donc, on n'achète pas un bien immobilier, mais un bien mobilier. Et on peut l'acheter donc beaucoup plus rapidement, puisque on peut... C'est comme acheter une voiture, maître, en fait, finalement. Oui, voilà, sur l'eau. Voilà, sur l'eau. Voilà. Après... Mais est-ce que le notaire doit intervenir sur l'achat d'une péniche? C'est pas obligatoire, mais c'est quand même recommandé. Parce qu'il y a quand même pas mal de vérifications à faire sur la propriété, vérifier tous les contrats qui ont précédé l'achat. Donc, on ne peut pas le dire que c'est obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Oui, parce qu'on aurait tendance à se dire, bah, tiens, on va se passer du notaire, mais finalement, c'est certainement une erreur. Marie? Après, ça dépend. Hein. Si on a un bon avocat, on peut faire le droit de cession directement. Si on a ou l'avocat. Ou l'avocat. Avocat ou notaire. Et il n'y a pas de taxe foncière non plus. Il n'y a pas de taxe foncière, sauf quand on a ses bureaux. Oui. Ah, quand on a ses bureaux dans sa péniche, on peut avoir... Là, c'est différent. Alors, ce qu'on peut dire aussi à notre téléspectateur, c'est que pour souvent le prix d'un bateau, le prix d'une péniche, est directement dépendant de son emplacement. Par exemple, un bateau ou une péniche au pied de la Tour Eiffel, c'est pas le même prix qu'un bateau à 20 ou 30 km de Paris. Et souvent, le même bateau vaut 10 fois, 20 fois moins cher grâce à son emplacement. Parce que ce qui compte dans une péniche, c'est l'anneau qui va avec ou l'emplacement qui va avec. L'amarrage. L'amarrage. Ça fait partie des choses à bien vérifier d'ailleurs quand on achète. Oui, alors une des choses à vérifier effectivement, c'est que l'anneau est bien, je dirais, détenu par le propriétaire du bateau. Et il y a beaucoup de bateaux qui se vendent, il y a pas mal de problèmes qui se sont passés, de gens qui avaient vendu des bateaux sans anneau et qui se sont fait expulser en fait par les VNF. Il y a une grande liste d'attente, vous me disiez Bruno d'ailleurs. Ah oui, alors donc oui, il y a une grande liste d'attente. Effectivement, à Paris, il faut attendre 10 ans pour avoir un anneau. Ou alors, il y a les ports privés. Bon, on regarde le deuxième selfie-mo. Bonjour, je m'appelle Bastien. Ma question, quels sont les avantages fiscaux pour l'achat d'un bien classé historique, comme un château? Ah, bah là, on en a parlé tout à l'heure, mais alors, quels sont les avantages fiscaux précisément, maître? Précisément, à l'achat, il y a les frais de notaire classiques. D'accord. Mais après, c'est surtout sur la détention, l'entretien, où on peut déduire effectivement les travaux de ses revenus imposables. Ah oui, l'intégralité des travaux. Alors que si on a un bien locatif normal, on peut déduire les travaux uniquement des loyers. D'accord. Et pas de ses autres revenus, alors dans une part très faible. Là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Voilà, si vous faites 200 000 € de travaux et que vous avez 200 000 € de revenus, vous ne payez pas d'impôt du tout sur... Voilà, un très bon plan. Bon, ça incite un peu les gens à... c'est la contrepartie de l'entretien de notre patrimoine, en fait. Un troisième selfie-mo, peut-être. Bonjour, je m'appelle Ludivine. J'adore les maisons containers. Est-ce que c'est une bonne idée en termes d'investissement ? Alors, le logement container, on a vu ça en première partie. Gauthier? Alors, moi, je suis allé à la rencontre d'un couple qui a investi dans un logement container. Et par exemple, c'est du concret, ils ont, pour 100 mètres carrés, ça leur est revenu à 100 000 €. D'accord. Donc, c'est plutôt une bonne opération. D'accord. Et ce couple a également voulu que ça soit vraiment écolo, rester dans le concept du conteneur, en isolant avec du chanvre, par exemple. D'accord. Et toujours écolo, un puits canadien en guise de chauffage. Un puits canadien. C'est quoi le puits canadien, Gauthier? C'est une sorte de géothermie. En fait, vous allez puiser l'air dans le sol pour chauffer l'hiver et la clim l'été. Bon, et on a un petit reportage. Je crois qu'on a des images de Jérémy Garcia. Tout à fait. On regarde. On fait du négoce, donc de la vente de containers maritimes, ainsi que de l'aménagement, qui est une alternative à la construction traditionnelle. Aujourd'hui, on fait de la maison donc atypique, étant donné qu'on a un support de construction qui est différent de la construction traditionnelle, puisqu'on va avoir des containers qu'on va pouvoir aménager et mettre dans différents endroits qui peuvent être dans les bois, à côté d'un étang. On fait aussi donc, des pool house, on peut faire de la piscine. Voilà, c'est très large le champ d'action qu'on peut avoir avec la construction container. Il y a quelques années, c'était relativement compliqué puisque le client devait faire de l'autoconstruction. Aujourd'hui, il y a une amélioration et les assurances commencent à s'y intéresser, ainsi que les banques. Donc demain, il sera beaucoup plus facile de financer une maison en container.
Bon voilà, alors les conteneurs aussi. Alors là, pareil, même question, maître. Est-ce qu'on fait appel à un notaire quand on achète un conteneur? Pas le conteneur en lui-même, mais le terrain sur lequel le conteneur va être posé, installé. Et également, il y a tout un sujet de permis de construire. Puisque c'est des logements permanents. Donc il faut vérifier que l'implantation de la maison container respecte bien les règles d'urbanisme. C'est ça. Alors là, Gauthier, tu nous en parlais. Est-ce que c'est une vraie tendance dans nos régions et dans les Hauts-de-France, par exemple? Est-ce qu'il y a pas mal de conteneurs? Non, du tout. Du tout, ça reste rare. Ça reste rare. Vous avez aussi des exemples? On en voit de plus en plus, et surtout pour des extensions de maisons. Ah, voilà, ça revient bien moins cher que de construire, donc on peut avoir une extension en container. Alors, du coup, quand on parle d'extension, là, on n'est plus sur du permis de construire, mais de la demande de travaux, des choses comme ça? Non, en fait, ça va dépendre de la superficie du container. Donc, s'il y a plus de 20 mètres carrés, on est sur un permis de construire. Moins de 20 mètres carrés, c'est une déclaration de travaux. C'est une déclaration de travaux. Oui, exactement. Bon, Anthony, qu'est-ce que tu penses de tous ces bijoux qu'on a vus pendant l'émission? Est-ce que toi, en tant qu'investisseur, tout d'un coup, il y aurait des choses qui t'intéresseraient? Dans les choses qu'on a vues aujourd'hui, tu veux dire un investissement qui le troglodyte, le château. Clairement les troglodytes. Et puis je le sais parce que je connais des investisseurs qui l'ont fait. Je sais à quel point ça cartonne, très fort. Donc si je devais retenir un logement qu'on a vu aujourd'hui, je dirais le troglodyte. Ouais. Merci Anthony. Un des spécialistes français de l'investissement dans les biens atypiques. Merci Anthony de tous ces précieux conseils. Les amis, vous avez été parfaits et parfaite. Les deux Marie et Olivier, on te remercie de ta venue dans l'émission. C'est toujours carré avec Olivier. On n'a pas de... Là, il n'y a pas de place à l'erreur. On est d'accord. Vous le savez, l'émission Proprio à tout prix, c'est aussi un invité du dimanche totalement atypique. Jean-Philippe reçoit Hélène Gâteau aujourd'hui, qui est vétérinaire, la vétérinaire très connue des Français, qui œuvre sur RTL. Elle est venue avec son petit chien et elle continue à nous parler de son parcours assez incroyable. Oui, Bruno, avec Hélène Gâteau qui eh bien, nous présente également son livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ?» On l'a vu tout à l'heure, c'est un titre un peu provocateur, mais qui dit bien aussi tout le lien que tu as avec ton chien et aussi cette volonté de ne pas être maman. Voilà, on peut l'affirmer aujourd'hui. C'est ça, c'est deux choses dont je parle dans le livre. C'est qu'on peut être une femme aujourd'hui et s'épanouir sans avoir d'enfant. Et puis à côté de ça, on peut avoir une relation extrêmement forte avec un animal. Et j'ai beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans mon propos. Et ça a permis un peu de normaliser aussi cette relation, de ne pas forcément toujours montrer du doigt. Ou un peu à la Coluche, parce que Coluche, dans un sketch, je me souviens, avait dit il y en a, ils ont des enfants parce qu'ils n'ont pas pu avoir de chien. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. Bon, tes parents, eux, je ne sais pas s'ils avaient un chien, mais en tout cas, ils ont eu une fille. Tu es née où? Alors, je suis née à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Je suis picarde. J'ai des racines picardes et mes parents d'ailleurs sont toujours là-bas. Donc, il y avait des animaux avec toi? Oui, j'ai toujours grandi avec des chiens autour de moi. Toujours un chien qui a remplacé l'autre. Aussi des cochons d'Inde, gerbilles. Voilà, c'était une famille qui aimait les animaux et je trouve que c'est extrêmement important quand on a des enfants de pouvoir les faire grandir aux côtés des animaux. Ça apporte énormément de choses. Tu habitais en maison ou en appartement? En maison, avec un jardin, un petit pavillon avec un jardin. C'est des souvenirs heureux, des souvenirs aussi où c'était l'époque, oh là là, quand on parle de ça, c'est qu'on commence à prendre un petit peu d'âge, où c'était un petit village dans lequel j'habitais, et puis les enfants de ma rue, on pouvait tous se retrouver après l'école, dans la rue, à faire du vélo, du roller, etc. Il n'y avait pas de problème d'insécurité, il n'y avait pas de souci de voitures qui roulaient trop vite, enfin, c'était assez paisible. J'ai vraiment des souvenirs extrêmement paisibles de mon enfance. Et puis donc, ces animaux qui t'entouraient et qui ont sûrement façonné un peu l'Hélène Gâteau que tu deviendras plus tard? Bien sûr, parce que j'ai toujours voulu être vétérinaire. Boulangère quand j'étais toute petite. Bon, finalement, je m'appelle Hélène Gâteau maintenant. C'était mon nom de... Oui, c'est vrai que c'est ton nom de femme, mais tu ne t'appelais pas Gâteau. Bon, tu es devenue Hélène Gâteau, donc le côté boulanger-pâtissier, c'est fait. C'est bon, c'est fait. Et puis, le côté vétérinaire... Et puis j'ai toujours voulu devenir vétérinaire. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Je vais le laisser partir parce que je crois qu'il a envie de vivre sa vie. Il ne faut jamais trop contraindre les animaux, donc bon, il faut faire ce qu'il veut. Et donc, tu pars à Nantes, dans
l'école vétérinaire de Nantes. Oui, alors d'abord, j'ai fait ma prépa à Paris. Je suis partie très tôt de chez moi parce que j'ai eu mon bac à 16 ans. Et donc, je suis partie en prépa à Paris. Donc, j'étais vraiment la petite provinciale qui débarquait à Paris. Ça, c'était un grand chamboulement. Tu vivais où? Et puis, là, j'étais à l'internat, là. Ouais, parce qu'en plus, prépa veto, on n'a pas trop le temps de non, on n'a pas le temps. Hein, non, on n'a pas le temps. Donc, prépa. Et puis ensuite, j'ai intégré l'école vétérinaire de Nantes. Donc là, je suis partie vivre à Nantes. Donc là, tu as découvert une ville? J'ai découvert une nouvelle ville, encore plus loin de la Picardie. Donc, c'était une rupture. Et j'étais en coloc. J'étais pendant 2 ans en coloc avec celui qui est toujours d'ailleurs mon meilleur ami aujourd'hui. Donc, c'est des moments qui soudent des amitiés. Tu as aimé découvrir cette nouvelle région aussi, Loire-Atlantique? Oui, j'ai beaucoup aimé. Et puis, on avait un petit peu de temps libre quand même en étant étudiant vétérinaire. Et donc, on allait beaucoup au Croisic, à La Baule. C'était vraiment nos destinations de week-end. Qui avait un petit rayon de soleil. Avec les copains, on partait manger des glaces au Croisic. Et j'en ai vraiment des super souvenirs. Ouais. Et après, changement d'ambiance, tu vas à Maison-Alfort. Et oui, j'ai fait ma dernière année à Maison-Alfort. Puisque je voulais vraiment être plus autour des chiens et des chats. Et pour moi, l'école vétérinaire de Maison-Alfort était plus experte dans la médecine et la chirurgie des chiens et des chats. Donc là, c'était pareil, un autre changement de vie encore, une autre. C'était temporaire, c'était juste pour une année, pour valider tes études? Oui, c'était pour finir mes études. Et puis, j'habitais à l'époque, j'habitais à La Varenne-Saint-Hilaire. Et je suis restée à La Varenne-Saint-Hilaire le temps de ma dernière année d'école. Et puis après, je travaillais en tant que vétérinaire à Neuilly-sur-Seine. Donc, mais j'étais restée dans le 94 à ce moment-là. Près de la campagne quand même? Alors j'avais un autre chien effectivement à l'époque. J'en avais un qui s'appelait Roots. C'était un Jack Russell Terrier. Et on aimait bien aller se balader le long de la Marne quand on habitait là-bas. Et tu me disais qu'en fait, maintenant, tu choisis là où tu vis en fonction de ton chien. Alors, c'est vrai que j'ai déménagé suite à des changements de vie en 2020. Et donc, il a fallu que je trouve un nouvel appartement à Paris. Et je ne savais pas trop dans quel quartier aller. Quand on dit j'habite à Paris, ça peut être extrêmement vaste. Donc, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Hein. J'étais locataire, je suis locataire. Dont celui d'avoir un chien. Et dont celui d'avoir un chien. Et donc, pour avoir un chien, c'est un peu comme quand on a un enfant, on va choisir en fonction de la carte scolaire son logement. Tu n'as pas cherché Henri IV, tu n'as pas cherché les meilleurs lycées pour lui. Mais j'ai cherché un endroit où je pouvais avoir accès à des parcs canins ou du moins des espaces verts assez facilement, à la fois pour lui, pour que mon chien soit heureux, puis pour moi, pour me simplifier la vie, en fait, pour que j'ai pas à me balader toute la journée sur des trottoirs ultra étroits dans Paris. Donc j'habite à côté du Champ de Mars et c'est génial parce que... Oui, parce que, et donc il y a un parc canin. Alors pour ceux qui nous regardent, qui n'habitent pas une grande ville, qu'est-ce que c'est un parc canin? Alors un parc canin, c'est vraiment un endroit qui a été décidé par la commune, qui est sécurisé, qui est fermé et dans lesquels les propriétaires de chiens peuvent se retrouver pour laisser leur animal en liberté puisque c'est vraiment clos, donc il n'y a pas de risque que l'animal s'échappe. Ils sont en contact des autres chiens? Ils sont en contact des autres chiens, voilà, c'est l'idée. Alors après, quand on amène son chien dans un parc canin, il faut s'assurer qu'on a un chien qui est sociable, qui sait se calmer quand on lui demande de se calmer. Et puis il y a des règles aussi, par exemple, ne pas arriver avec un jouet parce que le chien pourrait faire de la protection de ressources, donc ça peut déclencher des bagarres. Donc il y a des règles à apprendre quand on fréquente des parcs canins, mais généralement, quand il y a eu un problème une fois, on s'en souvient, donc on fait attention, on respecte. Et du coup, tu habites en appartement avec un chien et c'est tout à fait compatible? C'est extrêmement compatible. Ça m'oblige, moi, à le sortir très régulièrement, 3 à 4 fois par jour, à faire des balades. Mais ça évite la sédentarité. Et puis, 2, lui, il est super heureux parce que tous les jours, il rencontre plein de copains chiens en se baladant dans Paris. Donc, il est très heureux. Il serait même plus... Enfin, il est peut-être plus heureux que si tu vivais à la campagne et que tu le laissais même dans le jardin de ta maison. C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'un jardin, c'est souvent comme une prison dorée en fait, pour un chien, parce que les gens qui ont un jardin, ils pensent que le jardin suffit à un chien, alors qu'absolument pas. Au bout de 15 jours, le chien, il connaît les odeurs par cœur, donc ça ne lui apporte absolument plus rien. Tandis que Colonel, je change de trajet quasiment tous les jours dans Paris, et il est super heureux parce que chaque poteau a une odeur différente. Il vit sa plus belle vie. En tout cas, de poteau en poteau. En tout cas, je fais en sorte, effectivement, qu'il ait une belle vie de chien. Ça m'importe beaucoup. Ouais. Tu as toujours des petits sacs sur toi? Évidemment, je suis une bonne citoyenne. Je ramasse chaque crotte de mon chien et j'y tiens. Même si c'est au pied d'un arbre, je ramasse systématiquement. Oui, tu ne dis pas ça fera de l'engrais? Mais non, parce que les autres chiens vont venir derrière ensuite et ils vont marcher dedans et je pense aux autres. Oui, c'est bien. Et tu achètes ta liberté aussi d'avoir un chien en faisant ça, en respectant les autres. Exactement. Je pense qu'on va bientôt faire une émission spéciale sur l'immobilier quand on a un chien ou un chat. Parce que c'est vrai que ça conditionne vraiment la façon dont on vit les biens qu'on achète. Oui, j'en suis la preuve. Voilà. Tu reviendras?
Avec joie. Et avec Colonel, avec ton... Évidemment. On ne dit pas ton fils alors, parce que tu l'as dog mum. Mais... Je m'amuse à dire mon fils poilu. Donc Hélène Gâteau reviendra avec son fils poilu pour nous parler de l'immobilier avec un animal. Et je vous rappelle, pourquoi pas, c'est une bonne idée de cadeau de Noël, hein, c'est dans un peu plus de 3 semaines. Oui, ouais. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant? Ça suscite le débat autour de la table de Noël, ça. Ah, ça c'est bien pour déclencher des petites... ouais, ça c'est pas mal. Quelle honte, comment peut-on penser ça? Ça me rappelle ce que m'a dit Hélène Gâteau. Bon, merci beaucoup Hélène en tout cas. Et donc à bientôt pour une émission spéciale immobilier avec les animaux. Quelle émission encore, mon cher Jean-Philippe, et alors quel invité? Quel invité? Alors, tu as vu, Bruno, ça y est, on a pris rendez-vous. On va faire une émission bientôt sur l'immobilier et les animaux, parce que oui, quand on forcément. Écoute Hélène, on se dit évidemment, voilà, vous êtes nombreux. C'est un sujet important pour les Français, choisir son appartement en fonction de son animal de compagnie, et il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc dans les semaines qui viennent. Là, oui, alors Jean-Philippe, une émission extraordinaire. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre comme logement atypique avec tout ce que nos experts nous ont alors moi je retiens le cul du loup là, de Patricia, mais juste pour dire j'habite au cul du loup, mais sinon la péniche, c'est ce que tu vis toi au quotidien. Oui, c'est vrai, un rêve pour beaucoup de Français. C'est un rêve pour beaucoup de Français. Donc une rentabilité extraordinaire quand on sait s'y prendre. Ouais. C'est le conseil qu'on peut donner à nos téléspectateurs. Quand on met un peu les moyens aussi. Bon. Hein, il faut avoir l'enveloppe globale. Il faut avoir l'enveloppe globale. Et la semaine prochaine, alors attention, un sujet qui préoccupe les Français, les arnaques immobilières. Passer au crible, non pas pris à tout prix. Les arnaques, vous en faites une belle. Oui, je vous remercie Jean-Philippe. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques dans l'immobilier, on parlera de tout. Et voilà, alors vous recevrez un invité extraordinaire la semaine prochaine. Eh oui, c'est Philippe Candeloro. Bah oui, parce que c'est l'hiver. Moi, l'hiver, j'aime bien le patin à glace et il revient avec son spectacle. Et bientôt aussi au théâtre avec Nelson Montfort. Avec Nelson Montfort, les inséparables sont là. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre brunch de l'immobilier. En attendant, bonne semaine. Salut Jean-Philippe et salut aux experts. Ciao. Et soyez atypiques.